Je suis ta créature, je mériterais d'être ton Adam. Et c'est ainsi que le monstre créé par Frankenstein s'adresse à lui au moment où il confesse son début dans la vie, le moment où il s'éveille à l'existence alors qu'il vient de sortir des mains de son fabricateur. Et vous entendez les mots « je suis ta créature » et je viens de dire sortir des mots de son fabricateur. Quelle est la différence entre la créature et le fabricateur? Eh bien, c'est toute la question qui se posait, disons, pendant l'âge des Lumières, Marie Shelley étant à la fin de l'âge des Lumières et au début du romantisme. Et cette question qui se posait était toute simple, c'était est-ce qu'on peut fabriquer de la vie? Est-ce qu'on peut fabriquer la vie humaine en particulier? Et oui, mais fabriquer, attention, c'est que cette vie a été créée. Et donc, cette opposition très importante entre création et fabrication va être essentiellement le sujet que va traiter Marie Shelley et au fond le sujet que la science se pose aujourd'hui en détail ou dans l'ensemble. Et bien entendu, dès le moment où il y a création, il y a quelque chose comme de l'inné, Et est-ce qu'on peut éviter l'inné? Et les gens du XVIIIe siècle ne pouvaient pas éviter cet inné-là. Et donc, ils se demandaient comment articuler l'inné et l'acquis. L'acquis étant donné par l'environnement ou le système sensoriel, et l'inné étant ce qui précédait précisément cet éveil. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que l'inné était évidemment fixe, et ça vous donne l'idée de ce que c'est que le fixisme, et d'autre part, l'acquis est évidemment proportionnel et finalement évolutif. Vous voyez donc que l'opposition entre créer et fabriquer implique l'opposition entre l'inné et l'acquis, et implique l'opposition entre fixe et évolutif. Et c'est toute la question que je vais traiter en m'appuyant sur le roman de Marie Shelley. Et ce qui est intéressant quand on lit ce roman, je dois avouer que je ne l'avais pas lu avant d'être invité, et lorsque je l'ai lu, j'ai été frappé de l'immense richesse de l'histoire des sciences qui est dans ce roman. Et en tant qu'historien des sciences, j'ai été passionné par cette lecture, et donc comme je suis le plus âgé d'entre vous, je vais parler de la préhistoire des sciences, la préhistoire des problèmes qui vont se poser dans le colloque, et c'est moi qui dois en donner, disons, l'archéologie ou la préhistoire. Et qu'est-ce qui se posait à cette époque-là? Alors le secret de cette affaire-là se trouve, disons, dans le deuxième volume de ce qui était la publication originelle, et à ce moment-là, pour la première fois, le monstre créé par le fabricateur, Frankenstein, prend la parole. Pour la première fois, il prend la parole, alors qu'il ne l'avait pas eu pendant tout le premier volume, et là, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte quelque chose qui est fascinant, c'est son éveil à la vie. Comment, au moment où Frankenstein lui donne vie, comment lui-même ressent ce commencement. Et le mot commencement ou le mot origine va être la clé de ma conférence. Comment la créature en question ou le fabriqué en question va ressentir son origine, son commencement, alors sa naissance. Comment va-t-il réagir au sortir des mains de son fabricateur? Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Je vais citer quelques phrases de Marie Shelley pour vous faire voir comment ce monstre, ou cette créature, ou cette fabrication s'éveille à la vie. Il dit « Une étrange multiplicité de sensations s'empara d'abord de mon être. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, tout me fut révélé simultanément, et il me fallut longtemps en vérité
on va être à même de faire une distinction entre les opérations de mes différents sens. Vous voyez que tout commence par l'éveil sensoriel. Et cet éveil sensoriel va être tout d'un coup et très rapidement dans cet aveu primitif, va être distingué de façon très précise. Et je cite de nouveau les paroles de ce monstre, il va dire « Je me souviens vaguement d'avoir senti une clarté de plus en plus vive, faire pression sur mes nerfs optiques, me contraignant de fermer les yeux. » On s'étonne évidemment que quelqu'un qui commence la vie sache déjà ce que c'est les nerfs optiques. Mais enfin bon. Il a donc, premièrement, la sensation de la vue. Je cite rapidement, je saute quelques phrases. « Des sons innombrables résonnaient dans mes oreilles, et de toutes parts, des senteurs variées parvenaient jusqu'à moi. » Vous voyez, il commence par la vue, puis l'ouïe, ensuite l'odorat. Je fus transporté de joie quand, pour la première fois, je remarquai qu'un son agréable, souvent perçu par mes oreilles, provenait de la gorge de ce petite créature zélée, provenant de la gorge de ces oiseaux qui, en passant devant moi, avaient partiellement intercepté la lumière du jour. Et j'essayais alors d'imiter le chant de ces créatures zélées. Je continue. Je commençais à différencier mes sensations les unes des autres. À ce moment, mes sensations étaient devenues bien distinctes. Des reliefs abandonnés par des voyageurs avaient été rôtis et avaient bien plus de goût que les baies que j'avais cueillies dans les forêts. Il faisait déjà dans le goût la distinction entre le cru et le cuit. Voilà l'aveu, si vous voulez, que le premier mot est émis par la créature de Frankenstein décrivent. Et qu'est-ce qu'il décrit? En gros, il décrit, premièrement, les origines, le début, et deuxièmement, l'évolution. Et cette évolution passe exclusivement par les cinq sens, par les organes de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, du goût, etc. Et par conséquent, et comme je vous ai avoué que je n'avais lu ce livre qu'au moment où j'avais été invité, je me suis dit tout d'un coup, mais ce texte-là, je l'ai déjà lu quelque part. J'ai eu la sensation intense que ce texte n'était pas de Marie Shelley, que ce texte était non pas recopié, non pas imité, mais inspiré par un tout autre texte. Et en réfléchissant un peu, je me suis aperçu que je connaissais en effet le texte modèle, et que ce texte modèle, c'était un texte de Buffon. Buffon, dont vous savez qu'il était à cette époque-là directeur du Jardin du Roi, et que comme il connaissait, qu'il avait l'expérience de la faune, de la flore, etc., avait écrit un monument qui s'appelle l'Histoire naturelle, où il avait décrit, espèce par espèce, toutes les espèces vivantes, qu'elles soient de faune ou de flore. Et ce livre-là, qui a été un des premiers best-sellers de la littérature européenne, ce texte-là, dis-je, se termine à un moment, passe à un moment par ce qui était obligé, c'est-à-dire l'émergence de l'homme. Après la faune, après la flore, après la faune, Buffon en arrive effectivement attention, je ne sais plus comment dire, à la création, ben, pas tout à fait, à la fabrication, encore pas, mais donc à l'émergence, au commencement, aux origines de l'homme. Alors, évidemment, là, il faut faire un choix. Où on est un croyant et on parle de créature, je suis ton Adam, vous vous rappelez, et où on est athée, et dans ce cas-là, on ne peut pas parler de fabrication encore, mais on ne peut parler que des origines. Alors, c'est là que Buffon trouve une solution et dit, je cite dans son Histoire naturelle, « J'imagine donc un homme tel qu'on peut croire qu'elle était le premier homme
au moment de la création, c'est-à-dire un homme dont le corps et les organes seraient parfaitement formés, innés, mais qui s'éveillera tout neuf pour lui-même et pour tout ce qui l'environne. Et donc, vous voyez que Buffon prend exactement une position moyenne. Il dit, peut-être pour les organes formés, c'est de l'inné, mais bon, comment, à l'origine, va-t-il évoluer? Vous voyez que l'évolution est déjà un peu là. Par parenthèse, je dois vous raconter que Buffon était d'une part directeur du Muséum d'histoire naturelle, il s'occupait donc de l'histoire naturelle, mais on ne le sait pas, il était aussi propriétaire à Montbard, dans la Bourgogne, il était propriétaire de mines et de hauts fourneaux. Il était donc spécialiste, et vous savez ce qu'il a fait à un moment dans les hauts fourneaux? Il a imaginé de pétrir des boules de glaise, des boules de terre, et de les mélanger avec des métaux. Et il a fait des boules de différentes tailles, des petites, des moyennes, des grosses, des énormes, et il les a mis dans les hauts fourneaux pour les amener à une température très élevée. Puis il les a sortis des hauts fourneaux, il les a mis à l'extérieur, il a attendu qu'elles refroidissent. Et il a attendu un certain temps, et il a multiplié ces volumes-là par le volume de la Terre, et il en a conclu l'âge de la Terre. Ce qui était non seulement de l'évolution biologique, mais de l'évolution astrophysique ou de mécanique céleste. Et il a obtenu des millions d'années. Et on a des lettres de lui disant « Je ne vais jamais dire ça à l'Académie, parce que personne ne me croira. » Et il explique pourquoi les gens ne les croiraient pas, c'est que l'Académie des sciences de Paris était formée de newtoniens. Et les newtoniens ne pouvaient pas imaginer que le temps évoluait, puisque le temps de Newton est un temps réversible. C'est le temps T de la mécanique générale. Et par conséquent, il n'y a pas d'irréversibilité. Et par conséquent, pour les newtoniens, ah, mais ces savants newtoniens étaient tous des abbés. Et tout le monde croit que c'est pour des raisons religieuses qu'ils refusaient. Pas du tout. C'était pour des raisons purement scientifiques. C'est les raisons scientifiques qui interdisaient précisément qu'il y eût une évolution. Et par conséquent, Buffon, qui était évolutionniste, on ne le disait pas encore, le mot n'existait pas, mais pour la Terre, aussi bien un peu que pour les animaux, on ne prononçait encore pas ce mot. Mais, comme on ne prononçait pas ce mot, on prononçait le mot d'origine, d'évolution à partir de l'origine. Et par conséquent, Buffon prend la parole et donne la parole, voilà, et donne la parole à ce premier homme. J'imagine un premier homme. Et ce faisant, il fait un texte qui est analytique pour bien montrer que c'est pas lui qui parle, mais que c'est, j'allais dire là-dedans, non, le premier homme, fabriqué, non, pas fabriqué, créé, non, pas fabriqué, imaginé par Buffon, vous voyez, il passe au milieu entre les deux, et il imagine ce que va dire celui qui l'a imaginé, celui qui l'a produit. Et il fait exactement le même texte que Marie Shelley. Il dit, et je cite, « Je me souviens de cet instant plein de joie et de trouble où je sentis pour la première fois ma singulière existence. J'ouvris les yeux, quel surcroît de sensations. La lumière, la voûte céleste, etc., c'est la vue. Je m'affermissais dans cette pensée naissante, etc. Je fermais volontiers les paupières, etc. Affligé, saisi d'étonnement, je pensais à ce grand changement quand tout d'un coup j'entendis des sons, le chant des oiseaux. Vous voyez, ça y est. C'est exactement le même texte. Et donc j'avais raison de penser que dès que Marie Shelley donnait la parole au fabriqué de Frankenstein, elle ne faisait que recopier le texte de Buffon parlant de l'éveil du premier homme. Par conséquent, vous voyez comment le texte de Frankenstein s'articule à la vraie histoire des sciences, c'est-à-dire à Buffon. Mais voilà, il m'est arrivé encore un pépin. C'est-à-dire quand j'ai relu le texte de Buffon, après avoir relu le texte de Frankenstein,
de Marie Shelley, pardon, je me suis dit, mais voyons, la lecture de mon texte m'inspire l'idée que j'ai déjà lu ce texte quelque part. C'est-à-dire que ce texte de Buffon, mais voyons, n'était pas de Buffon, il était de quelqu'un que j'avais dans la tête, et c'était pas peine d'attendre très longtemps pour penser que c'était la statue de Condillac. Cette statue qu'imagine Condillac, qui, s'éveillant à la vie, attention, c'était une statue, c'est-à-dire c'était inné. Cette pierre, c'était pas effectivement Condillac qui l'avait imaginée, mais Condillac qui effectivement fait une statue innée, mais qui justement, dans son traité des sensations, ne fait qu'expliquer comment cette statue s'éveille à la vie, comme le fabriqué de Frankenstein, comme le premier homme de Buffon, s'éveille à la vie, comment? Mais en commençant par la lumière, premier chapitre, en commençant par le son, deuxième chapitre, en commençant ensuite par l'odorat, etc. Vous savez, la statue devient odeur de rose. Tout le monde a appris ça en classe de philosophie. Et par conséquent, ce qui est intéressant, c'est que, ah oui, mais au XVIIIe siècle, lorsque le texte de Buffon a paru dans l'histoire naturelle, tout le monde a dit, et tout le monde a reconnu évidemment, comme je l'avais reconnu moi-même, la statue de Condillac. Tout le monde a dit, mais voyons, Buffon a recopié Condillac. Et d'autres qui voulaient défendre Condillac, disant non, c'est Condillac qui l'a copié dans Buffon. Parce que c'était, disons, en gros contemporain. Et c'est là qu'intervient la petite découverte que j'ai faite et pour laquelle j'ai accepté l'invitation qui m'a été faite par la Fondation Brochet. C'est que, comme on ne savait pas très bien et qu'il y avait une querelle pour décider si c'était Buffon qui avait inventé ça ou si c'était Condillac, eh bien Marie Shelley l'a décidé. Et comme elle a recopié le texte, elle a avoué de qui elle tenait ce texte. Elle l'a avoué de façon tellement brillante qu'on ne le voit pas, en disant Frankenstein, c'est-à-dire la pierre française, c'est-à-dire la statue de pierre qui a été imaginée par l'âge des Lumières tel que l'âge des Lumières l'avait inventé en France. C'est-à-dire Frankenstein, ça veut dire ça, ça veut dire la statue de Condillac. C'est-à-dire je suis en train d'expliquer comment la statue de Condillac a été fabriquée. Attention, la statue de Condillac n'est pas fabriquée, elle est donnée, elle n'a que la sensation qui est innée. Tandis que le monstre de Frankenstein a été fabriqué. Alors, bon, premièrement, le monstre de Frankenstein, Marie Shelley l'a avoué, c'est la statue de Condillac. Très bien. Alors maintenant, il faut expliquer comment ce monstre a été fabriqué. Comment on est passé de la création, la pierre française, à la fabrication. Alors, revenons à l'âge des Lumières, c'est-à-dire à la préhistoire de la science dont vous allez entendre les développements cet après-midi ou bientôt de la part des scientifiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à la Renaissance, tout le monde a essayé d'échapper au créationnisme, c'est-à-dire à la création. Et pour échapper à la création, tout le monde a essayé de réfléchir sur les origines de l'homme. D'où vient l'homme? Alors bon, on a commencé à avoir des idées théoriques, des idées abstraites. Et qui a des idées abstraites? Eh bien, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau raconte des origines. Et mon Dieu, des textes de Rousseau sur les origines, il y en a autant qu'on veut, sur l'origine de l'égalité, sur l'origine du langage, sur l'origine des sociétés humaines dans le contrat social, etc. Et alors, qu'est-ce que fait Rousseau? Rousseau raconte des histoires. Mais des histoires comment? Des histoires complètement abstraites, théoriques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préhistoire à cette époque-là, elle n'a pas commencé. Et par conséquent, on est obligé de passer par l'imagination, l'abstraction, etc. Bon, donc, les personnages qu'imagine Rousseau sont des personnages imaginaires, théoriques et imaginaires. Et alors, tout le XVIIIe siècle après Rousseau, attention, va tenter de les rendre concrets. Va tenter de les rendre concrets.
c'est-à-dire ces personnages d'originaire, comment on peut les expérimenter dans la vie courante. Alors évidemment, tous les philosophes ont travaillé là-dessus, les biologistes, les philosophes, ceux qu'on n'appelait pas encore les évolutionnistes bien sûr, mais cette évolution vers le concret, de la théorie vers le concret, pour essayer de penser d'où vient l'homme, est-ce qu'il peut être fabriqué, bien encore pas, bien entendu, mais d'où vient, quelle est l'origine, eh bien, évidemment, comme il s'agissait tout le temps de l'évolution sensorielle, des 5 sens dont j'ai parlé chez Shelley, dont j'ai parlé chez Buffon, dont j'ai parlé dans le traité des sensations de Condillac, tout le monde va dire, eh bien, pour savoir comment ça marche, il faut interroger les aveugles, les sourds-muets, etc. Et donc, dès cette époque-là, tout le travail concret des philosophes sur l'origine de l'homme est passé par une réflexion sur les aveugles, sur les sourds-muets, sur ceux qui, justement, manquent des sens dont on cherchait l'origine. Et alors, ça donne une prolifération extraordinaire d'inventions, puisque l'abbé de l'Épée est là, précisément, pour inventer les signes pour les sourds-muets, puisque Braille va suivre bientôt, vous savez que Braille est un homme extraordinaire, qui a inventé, vous savez, cet alphabet Braille pour les aveugles, à partir... Je ne résiste pas à la tentation de vous raconter comment. Vous savez que son prédécesseur, Valentin Haoui, avait imprimé et fondu des lettres qui ressemblaient aux lettres A, N, W que nous avons et que les aveugles repéraient à leur forme. Et Braille a eu l'idée de génie à l'âge de 12 ans de remplacer la forme des lettres par des points. C'est-à-dire il inventait déjà le morse. Vous voyez, il inventait déjà un autre alphabet qui n'était pas représentatif mais abstrait. Un peu comme les gens de milliers d'années avaient inventé des lettres qui n'avaient pas la forme des hiéroglyphes. Il est passé d'un alphabet représentatif à un alphabet abstrait. Et donc, dès cette époque-là, les résultats concrets et scientifiques de cette affaire a été de sauver du silence les sourds-muets et de sauver de l'aveuglement les non-voyants. Et ça a été un moment extraordinairement positif du point de vue scientifique et du point de vue humanitaire également. Et d'ailleurs, le succès a été tel de cette affaire qu'on raconte que le roi Louis XV lui-même assistait au cours de l'abbé de l'Épée. Et tellement que ça lui paraissait extraordinairement nouveau. Et à propos d'origine, il faut savoir aussi, du point de vue scientifique, que toute l'Europe à l'époque-là, toute l'époque savante, et les biologistes, ceux qui n'étaient pas encore les psychologues ou les humanistes, avaient discuté de façon très précise sur ce qu'on appelait le problème de Molineux. Et le problème de Molineux avait été posé par un psychologue, qui ne s'appelait pas psychologue à l'époque, écossais, qui posait la question suivante: comment un aveugle né, qui savait repérer par le toucher un volume, par exemple une sphère ou un cube avec le toucher, comment repérerait-il cette forme s'il recouvrait soudain la vue? C'est-à-dire comment passer du toucher à la vue. Vous voyez que là, il y a non seulement le texte de Shelley, non seulement le texte de Buffon, non seulement le texte de Condillac, mais une étude expérimentale de ce qui se passe dans l'évolution entre deux régimes de sens, entre le toucher et la vue. Et le problème de Molineux a été discuté pendant 50 ans par tout ce qui est penseur en Europe. Et pour finir, dans cette affaire-là, il faut quand même dire qu'un des plus grands succès du XVIIIe siècle savant, disons, a été la découverte dans les forêts de l'Aveyron du fameux enfant sauvage. Enfin, on avait un enfant sauvage qui était sorti, inné, on n'en sait rien, il était là, mais comment se pose le problème des origines? Mais on a là précisément une expérience vécue d'un sauvage qui n'avait pas entendu le langage, qui n'avait pas été
expérimenté par les hommes et qui commençait précisément à pouvoir voir, sentir, parler et sentir comme un homme. Et donc, l'enfant sauvage de l'Aveyron, qui a été décrit par le docteur Itard, a encore aujourd'hui beaucoup de succès et on pense beaucoup, d'ailleurs on a décidé aujourd'hui que c'était plutôt un malade mental qu'un enfant sauvage vraiment. Mais bon, vous voyez donc que la statue de Condillac, qui est faite de main d'homme, bien entendu, puisqu'elle est en pierre à la mode française, elle est à la fois abstraite et concrète, elle sent, elle va penser, etc. Mais voilà, c'est une statue. C'est une statue. Et par conséquent, j'ai maintenant à réfléchir, du point de vue des sciences de cette époque, entre ce qu'on appelle la statue de Condillac et ce qu'on appelle le monstre de Frankenstein. La statue de Condillac est à la fois innée, trait d'union acquis, puisque c'est l'essence, mais du côté de la fabrication de Frankenstein, elle est entièrement non créée, elle est fabriquée de main d'homme. Alors comment passe-t-on de l'un à l'autre, etc. Alors, il faut que je vous dise là que le mot statue est un très mauvais mot. On dit la statue de Condillac, et quand on dit la statue de Condillac, on ne comprend rien à ce qui se passe. Alors, pour essayer de vous expliquer ce que les contemporains comme Buffon, comme Condillac ou comme Marie-Chaillet avaient dans la tête quand ils parlaient de statue, quand ils parlaient de la pierre française, ce qu'ils avaient dans la tête était tout simple. Je remonte dans le temps. Tout le monde parmi vous a vu ou a lu plus ou moins le Don Juan de Molière. Vous vous rappelez du Don Juan de Molière? Et le Don Juan de Molière, qui est ce grand seigneur prévaricateur, est puni à l'acte 5 par ce qu'on appelle la statue du commandeur. Vous vous rappelez la statue du commandeur qui est en pierre? C'est encore une pierre française, celle-là. La statue c'est encore une Frankenstein, d'une certaine manière. Et qu'est-ce que fait cette statue du commandeur à la fin de... Ah ben, elle parle. Ah tiens, elle parle. Oui, elle parle avec Don Juan, puisque Don Juan lui fait quelques défis, n'est-ce pas? Donc elle répond. Elle parle, elle se meut, elle bouge. Elle bouge. Et non seulement elle bouge, mais elle va vers Don Juan et elle le tue. Donc non seulement elle sent, mais elle parle, non seulement elle parle, mais elle bouge, non seulement elle bouge, mais elle le tue. Et il y a donc dans la statue quelque chose qui est très très loin de ce qu'on a dans la tête lorsqu'on parle de statue. Lorsqu'on parle de statue, nous, on parle de la Vénus de Milo, mais elle ne bouge pas, ne parle pas, etc. Attention, c'est un vocabulaire esthétique. Mais pour les gens du XVIIIe et du XVIIe siècle, ce n'était pas du tout, c'était bien sûr du vocabulaire esthétique, mais c'était aussi autre chose. Puisque la statue en question, je le répète, parlait, sentait, se déplaçait et tuait. Et comme elle tuait, qu'est-ce que c'était? À cette époque-là, il faut dire que Descartes en parle souvent, il y avait dans le jardin de Versailles des statues qui étaient mues par des machines hydrauliques. Et tout d'un coup, dès cette époque-là, on a commencé à parler de statues en voulant parler d'automates. C'était déjà des automates, c'est-à-dire ils bougeaient, et alors on voyait dans le jardin de Versailles, par exemple, un Tantale qui essayait de boire et que l'eau s'échappait de lui, ne pouvait jamais boire, etc. On mettait en scène, si vous voulez, des scènes mythologiques ou ailleurs, mais où la statue bougeait, où la statue avait soif, où la statue ne pouvait échanger ça. Ah, ce n'étaient pas des statues, c'était des automates, et je crois bien que les spectateurs de la fin du Don Juan de Molière voyaient un automate. Ils ne voyaient pas une statue, ils voyaient un automate. Est-ce qu'ils voyaient un automate? Je voudrais encore pousser plus loin cette affaire-là. Nous avons un mot pour dire ça, un mot qui nous épouvante, mais un mot tout récent. Mais comme la statue du commandeur épouvantait,
la salle, puisque c'était le Deus ex machina, c'était elle qui punissait Don Juan, c'était donc une créature terrible. Ah, c'était une créature qui tuait comme le monstre de Frankenstein, qui était aussi un assassin. Vous voyez le passage là. Et nous n'appelons pas ça une statue, nous n'appelons même plus ça un automate, on appelle ça un robot. Seulement le mot robot, qui est d'origine tchèque, est tout à fait récent dans notre vocabulaire, mais dans l'esprit des gens du XVIIIe siècle, l'équivalent de statue du point de vue scientifique n'était pas l'esthétique de la sculpture, était encore plus que les mouvements de l'automate, était plus encore une imitation très très proche de ce qu'était l'Adam au sortir des mains de Dieu, c'est-à-dire un robot. Et par conséquent, au lieu de dire que la créature de Frankenstein est la statue de Condillac, je dirais bien volontiers que c'était le robot scientifique de l'époque des Lumières. Le robot scientifique de l'époque des Lumières. Alors maintenant, comment se fait-il que ce robot-là ait été fabriqué par Mary Shelley, par un savant donné? Et ce n'est pas ça vraiment le problème. Le problème qui se pose là, c'est que la statue de Condillac, contrairement à la statue du commandeur telle qu'elle était décrite par Molière, c'est que la statue de Condillac n'assassinait pas, ne tuait pas. Elle était d'une certaine manière, allez, je vais dire le mot, sans péché, impeccable, sans péché. Je veux dire par là que l'athéisme français du XVIIIe siècle était optimiste. C'est-à-dire que les descriptions de Buffon, les descriptions de Condillac, les descriptions de Rousseau, les descriptions de Diderot dans sa lettre des aveugles et les descriptions du problème de Molineux étaient toutes optimistes. C'est-à-dire que toute la question se posait de savoir que l'évolutionnisme allait vers des sens les mieux développés et qu'on allait précisément d'une créature primitive vers la créature d'aujourd'hui, c'est-à-dire complètement développée. Et par conséquent, l'évolutionnisme, allez, j'en parle maintenant, quoique le mot n'existait pas, l'évolutionnisme de cette époque était un évolutionnisme de progrès. C'était le progrès tel que l'âge des Lumières le définissait avec Condorcet. C'est tout à fait en harmonie avec cette pierre française qui est non seulement une pierre mais un robot, non seulement française mais optimiste, comme les Lumières l'étaient à cette époque-là. Mais comment se fait-il alors que le monstre de Mary Shelley plonge tout d'un coup dans ce que vous savez, c'est-à-dire l'épouvante, l'horreur, l'assassinat, etc. Mais je crois que Mary Shelley vivait à une époque vraiment très intéressante, le 1816, puisqu'aujourd'hui nous fêtons son 200e anniversaire, et 1816 est une année très intéressante, parce que précisément, c'est la fin du XVIIIe siècle et le début du XXe, et le début du XIXe. Et à cette époque-là, où en est la science? Elle en est à un moment très intéressant, où précisément se clôt complètement l'âge français du sensualisme. C'est-à-dire que l'influence, vous savez que Condillac, Buffon et Rousseau sont les best-sellers, je l'ai dit, de l'époque. Et d'ailleurs, le docteur Itard n'en était pas très loin non plus. Ça a été un succès européen considérable. Mais à ce moment-là, 1816, d'une certaine manière, cette influence française, de la pierre française, cette influence s'obscurcit un peu, je parle de lumière qui s'obscurcissent, au profit d'un autre mouvement qui va ravager l'Europe, qui s'appelle le romantisme. Et le romantisme est de type anglo-allemand, il n'est plus français. La tradition française optimiste et athée du XVIIIe siècle va peu à peu s'effacer au profit d'un mouvement de l'Europe du Nord, disons,
c'est-à-dire de ce qu'on a appelé le romantisme, le Sturmdrang allemand ou le romantisme à l'anglaise. Et ce romantisme-là, et d'ailleurs le texte de Marie Shelley en est plein, va se référer de nouveau à la Bible, c'est-à-dire à la Bible de Milton, au paradis perdu de Milton. Et vous voyez comment la science, telle qu'elle était conçue par les athées ou les mécanistes ou les sensualistes à la française, va être recouverte tout d'un coup par la plus vieille tradition du puritanisme romantique anglais, c'est-à-dire par la tradition biblique qui revient. La tradition biblique qui n'était pas responsable, comme j'ai dit tout à l'heure, du freinage sur l'évolutionnisme, mais qui revient sous la mode, eh bien, du problème du mal. Le problème du mal avait été complètement perdu ou effacé par l'optimisme français, par l'optimisme de la pierre française. Et là, le problème du mal revient. Il revient comment? Mais à l'origine. Et à quelle origine? La fabrication, justement la fabrication. Et il revient là comment? Mais comme je suis ton Adam. J'ai commencé par là. Je suis ta créature, dit le monstre de Frankenstein, je pourrais être ton Adam. Et là, il ne s'agit pas ni de fabrication, ni de main d'homme, il s'agit de créer, et il s'agit d'être l'Adam. Et dans l'Adam, où il est l'Adam? Mais au paradis. Et oui, mais la créature de Frankenstein n'est plus au paradis. Où il est? Oh, si vous lisez le livre, il est partout. Il est en train de circuler partout jusqu'au pôle Nord, vous vous rappelez? Il est chassé du paradis. Et pourquoi est-il chassé du paradis? Oh, mais pour une raison très simple. C'est qu'il n'a pas de femme. C'est qu'il n'a pas de femme. Et là, tout mon problème de la sexualité arrive. C'est-à-dire, la créature de Frankenstein est en train de prier Frankenstein lui disant « Fais-moi une Ève, je n'ai pas de femme, voglio una donna ». Vous vous rappelez du film « Voglio una donna ». Et évidemment, moi je suis un mâle, je vois bien ce qui me serait arrivé si j'avais jamais eu la féminité autour de moi. Je serais devenu un monstre comme Frankenstein, vous voyez. Et donc il a été chassé du paradis, et tout d'un coup, un monde romantique, un monde puritain, un monde pessimiste, un monde religieux retrouve le problème du mal. Et là, on retrouve exactement la question qui a été traitée par le texte de Marie Shelley. Et qu'est-ce que donc la créature de Marie Shelley? Oh, c'est très simple, c'est la statue de Condillac au moment même où elle redevient l'Adam de Milton, l'Adam de la Bible, c'est-à-dire au moment où le romantisme prend le relais de l'âge des Lumières. Vous voyez donc que là, il y a l'ensemble des problèmes dont vous allez entendre parler pendant tout le colloque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de quoi on a peur? Des robots, ça recommence, exactement le même. De quoi on a peur? Si la science optimiste, etc., à la française continue, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette science oublie le problème du mal. Et bien, nous y sommes, vous voyez. C'est-à-dire toutes les questions d'éthique, etc., que vous allez entendre développer par les savants d'aujourd'hui sont embryonnées, sont exactement placées à l'endroit même où Marie Shelley écrit Frankenstein, qui est au moment de l'articulation entre l'optimisme athée à la française et le romantisme puritain et religieux à la mode romantique. Et c'est exactement ça, la fabrication à la mode Frankenstein. Merci beaucoup.